Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette série des mots et des notes. Vous vous posez parfois la question de l'origine ou du sens d'un mot musical. Commençons tout de suite avec le castrat. En 1922, Alessandro Moreschi, le dernier castrat utilisé à la Cappella Sistina, décède. Quelques années auparavant, entre 1902 et 1904, il a eu l'opportunité d'enregistrer sa voix si étrange sur phonographe. La qualité n'est pas très bonne puisqu'on est au tout début de l'enregistrement, mais on peut écouter un extrait de son timbre. Vous avez entendu cette voix si particulière qui n'est ni celle d'un enfant, ni celle d'une femme, ni celle d'un homme, c'est celle d'un castrat. Cette voix est utilisée dans la chapelle Sixtine jusqu'au début du XXe siècle et vous pouvez vous demander à juste titre mais pourquoi on utilise des enfants castrés dans des lieux si sacrés. La castration est présente dans notre histoire depuis bien longtemps. On la trouve par exemple en Asie, chez les eunuques pour servir de gardiens de harem. On la trouve aussi comme châtiment dans l'Égypte ancienne, châtiment contre l'adultère. On la trouve aussi chez nous en Occident de la même façon comme châtiment. L'exemple célèbre, c'est celui de Pierre Abélard qui entretenait une liaison avec la belle Héloïse et pour punition, il a été castré. Au-delà de la punition, on trouve aussi des castrations volontaires pour motifs religieux. C'est bien souvent pour éviter les tentations sexuelles quand on est dans un ordre, un prêtre ou un moine. On trouve ce commandement déjà dans les évangiles, chez Matthieu notamment. Car il y a des eunuques qui sont nés tels dès le sein de leur mère. Il y en a qui ont été faits eunuques par les hommes et il y en a qui se sont faits eunuques eux-mêmes pour le royaume des cieux. Que celui qui est capable de comprendre, comprenne. Et puis un tout petit peu plus loin, on trouve « Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs, ou son père ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. » On voit ici qu'il y a une sorte de renoncement à la vie terrestre et de confirmation du célibat. On a eu donc l'occasion d'entendre ce que donnaient ces voix de castrés, volontaires ou non volontaires. Et cette pratique va naître, on ne sait pas vraiment précisément à quel endroit ni à quel moment, mais grosso modo au milieu du XVIe siècle, dans les années 1550 en Italie, donc en terre catholique, principalement dans les villes du Nord, Ferrare en particulier, et puis Rome. Il y a cette idée que les femmes ne peuvent pas chanter dans les états pontificaux et de façon générale dans les églises d'Italie. Ça vient aussi d'un commandement des Écritures, donc c'est une lettre de Paul aux Corinthiens, comme dans toutes les églises des membres du peuple saint, que les femmes gardent le silence dans les assemblées, car il ne leur est pas permis de parler, qu'elles sachent se tenir dans la soumission comme le recommande aussi la loi. Donc vous voyez, d'après ce précepte, pour les voix aiguës qui sont normalement à la portée des voix féminines, il faut trouver des substituts. Donc on a utilisé des enfants de chœur qui peuvent chanter haut, ou aussi des falsettistes, c'est-à-dire des hommes qui chantent en voix de tête, très très haut avec leur voix. Cette solution n'a pas été jugée très satisfaisante par certains papes, et c'est notamment le cas dans cette deuxième partie du XVIe siècle, où on va engager pour la chapelle Sixtine des eunuques qui viennent à l'origine d'Espagne, mais qui par la suite vont provenir aussi d'Italie. Le premier document qui atteste véritablement de la présence d'un castrat à la chapelle Sixtine date de 1558 et on mentionne un castrat espagnol qui s'appelle Hernando Bustamante. Quelques années plus tard, en 1774, on en trouve également au nord, c'est-à-dire ici à Munich en l'occurrence, dans la Hofkapelle, qui est une des principales chapelles concurrentes, on peut dire, de la chapelle Sixtine, concurrente par la taille. Vous voyez ici l'effectif, vous avez 16 enfants, 6 castrats, 16 falsettistes alto, donc c'est des hommes, 15 ténors et 12 basses. Officiellement, le recrutement de castrats au Vatican n'est autorisé qu'à partir de 1589
Et c'est sous le pontificat du pape suivant, c'est-à-dire Clément VIII, qu'on va vraiment installer dans la longue durée cette pratique d'avoir des castrats pour les voix aiguës. Clément VIII préfère vraiment les voix des castrats et donc il va renvoyer tous les falsettistes hommes pour pouvoir engager des castrats d'Espagne au début et puis d'Italie par la suite. D'après lui, les castrats ont été créés en l'honneur de Dieu et cette pratique va durer jusqu'au début du XXe siècle, comme on l'a dit. Ces castrats sont d'abord utilisés pour les églises, mais vont servir aussi dans la musique pour les salons, pour les princes, et évidemment dans un genre qui apparaît vers 1600, un tout petit peu avant, à savoir l'opéra. Le premier opéra de Claudio Monteverdi, l'Orfeo, est créé en 1607 à Mantoue et à cette occasion, la cour des Médicis à Florence a prêté au duc un voire deux castrats pour tenir certains rôles. Alors dans l'Orfeo, c'est essentiellement le rôle de la musica qui est tenu par un castrat dont on entend un extrait ici. C'est un petit rôle en comparaison de Orphée ou d'autres personnes, mais pour le duc de Mantoue, c'est vraiment l'attraction phare de ce nouveau spectacle qui est donné en 1607. Alors comment se passe la castration pour ces jeunes chanteurs? Il y a deux types d'opérations différentes. Il y a l'herniotomie bilatérale ou l'orchiotomie bilatérale. Je vous laisserai consulter sur internet pour voir de quoi il s'agit. C'est quelque chose de pas tout à fait drôle. Les enfants sont en principe opérés avant la puberté, évidemment, mais généralement vers 8 ans. Et donc, soit on les anesthésie légèrement par de l'opium, ou alors avec la méthode de la carotide. On sert simplement la carotide pour plonger l'enfant dans une sorte d'évanouissement temporaire. On a quelques documentations sur ces pratiques, notamment un traité manuscrit de Stromaïr que vous voyez ici. Ce traité a été terminé en 1559 et il contient énormément de planches dessinées qui renseignent sur les différentes pratiques chirurgicales de l'époque, dont la castration. Quel est le but de la castration? Il est simple, c'est d'empêcher la mue par l'afflux d'hormones masculines. Alors, la fréquence d'une note est donnée par une formule que vous voyez ici, hein, ça vous renvoie à vos vieux souvenirs de cycle ou de collège probablement. Et simplement pour faire court, la fréquence, donc c'est-à-dire la hauteur d'une note, elle est inversement proportionnelle à la longueur des cordes vocales et puis à la racine carrée de la masse de la membrane. Ce qui veut dire que plus les cordes vocales sont courtes et fines, plus elles pourront obtenir des notes aiguës. Alors, si on regarde la longueur des cordes vocales d'un enfant, c'est-à-dire une fille ou un garçon, on a 12 à 15 mm. Chez une femme, après la mue, on a 13 à 18 mm. Et puis chez l'homme, on a presque un doublement. On a de 18 à 25 mm de cordes vocales. Vous voyez que les cordes vocales d'enfants ou de castrats sont encore un tout petit peu plus courtes que celles de femmes, donc on peut avoir encore des notes plus aiguës chez un castrat homme que chez une femme qui a mué. Et c'est ça l'intérêt de cette opération en réalité, c'est d'avoir des cordes vocales très courtes dans un corps, c'est-à-dire une caisse de résonance, c'est-à-dire une capacité pulmonaire au niveau de l'air qui sont celles d'un homme adulte. Les raisons qui poussent les parents à faire opérer leurs enfants sont parfois obscures. La principale raison est sans doute économique. À la fin du XVIe siècle et au XVIIe siècle, il y a une grande période de disette économique qui touche vraiment toute l'Italie. Et donc, pour certaines familles, le fait de faire opérer un enfant va leur permettre d'obtenir des revenus supplémentaires et par la suite d'être entretenus par leur enfant dans le cas où sa carrière fonctionne. On a aussi une partie religieuse là derrière, puisqu'évidemment ces enfants sont sacrifiés sur l'autel de l'Église et de Dieu. Et donc on considère des fois ça aussi comme une sorte d'offrande pour obtenir quelque chose en retour, une sorte de prospérité ou de miséricorde. Et donc on va avoir des fois le deuxième ou troisième enfant, donc celui qui n'hérite pas de la famille, qui va être sacrifié de cette façon-là, un peu comme dans certaines familles, le deuxième et le troisième enfant est destiné soit à l'armée, soit à prendre les ordres.
On est dans une situation un tout petit peu hypocrite puisque en réalité la castration, donc la mutilation, elle est interdite par le droit canon, par l'Église, alors que l'Église elle-même est la principale employeuse de ce type de voie. Cette situation est déplorée notamment par Charles Burney qui fait un récit de voyage en Italie, comme vous pouvez voir ici. Je m'étais informé en traversant l'Italie à quelle place on pouvait attribuer principalement l'opération de la castration pour le chant, mais je ne pus rien obtenir de satisfaisant à cet égard. On m'avait dit à Milan que c'était à Venise que c'était à Bologne, mais à Bologne on y a le fait et on le renvoya à Florence, de Florence à Rome et de Rome à Naples. L'opération, où que ce soit qu'elle se fasse, est très certainement contraire aux lois dans tous les pays. Elle offense la nature et les Italiens en général sont si honteux de cet usage que dans chaque province, on le renvoie à quelque autre. Les chercheurs estiment que dans les années 1700, on a environ 4000 enfants qui sont sacrifiés, qui sont castrés chaque année pour servir dans les églises, dans les cours et puis sur les scènes de certains opéras. C'est un nombre qui est considérable. En réalité, on a très peu d'enfants qui arrivent à faire une carrière au final, puisque évidemment, il faut quand même avoir un certain talent à la base. On a un témoignage ici d'un récit de voyage de Archenholz. Ce sont généralement des gens d'origine modeste qui donnent leurs enfants pour de telles opérations dans l'espoir qu'ils puissent un jour être en mesure d'aider leurs parents. Mais cet espoir est fréquemment déçu de plusieurs façons. Parfois, la voix ne se révèle pas d'elle-même ou l'enfant n'a pas de talent naturel pour la musique. Le nombre de ces victimes est si grand qu'il surpasse le besoin en chanteurs de tous les rois et princes. Pour cette raison, ils sont condamnés à rejoindre les ordres. On trouve énormément de castrats à Naples, qui est une ville particulière puisque vous avez 4 conservatoires qui existent depuis la fin du XVIe siècle. Le conservatoire, c'est simplement un orphelinat à la base qui recueille des enfants pour les conserver, les préserver des violences de la rue et puis leur inculquer les bases de la musique. Et donc on va former dans ces institutions les futurs musiciens qui vont jouer dans les orchestres ou chanter sur les scènes d'opéra. On emploie dans ces conservatoires des professeurs extrêmement renommés, des compositeurs de premier plan. Alessandro Scarlatti enseigne dans un de ces conservatoires napolitains. Scarlatti est un des diffuseurs du modèle de l'opéra seria dans toute l'Europe. Il en a écrit énormément. Son contrat stipulait qu'il devait en faire 4 par année, ce qui est considérable. Et donc il va en écrire 114 en tout, à côté de 800 cantates et d'autres œuvres. Donc c'est quelqu'un qui a énormément produit. Pour écrire si vite, il avait évidemment besoin de code et donc il va instaurer ce qu'on appelle, ou généraliser plutôt, ce qu'on appelle l'aria da capo. Et l'aria da capo est une forme, est le lieu de la virtuosité de ces castrats. Alors pour faire simple, l'aria da capo c'est une pièce vocale en 3 parties qu'on appelle souvent A, B, A. Pourquoi ça s'appelle comme ça? Puisqu'en réalité vous n'avez que 2 parties qui sont écrites, une première partie, puis après vous avez une deuxième section qui est contrastante avec la première. Donc si vous avez un mouvement vif au début, vous allez avoir un mouvement lent ensuite. Si vous commencez par un mouvement lent, vous allez avoir un mouvement vif. Vous pouvez avoir quelque chose de binaire ou quelque chose de ternaire, quelque chose de majeur, quelque chose de mineur. On est vraiment dans cette stratégie du baroque où on juxtapose des choses contrastantes. Et puis, à la fin de la deuxième partie, on a écrit da capo, ce qui veut dire au début, et donc on reprend la partie A. Donc vous allez avoir A, B, et puis on rechante la partie du A. Vous voyez évidemment le problème dans l'opéra, c'est que si l'action avance, ce type d'aria est problématique puisque si vous avancez dans l'action, vous devez rechanter une partie de l'action que vous avez déjà chantée auparavant et ça peut poser problème. Donc en réalité, les arias da capo sont des arrêts sur image, il n'y a pas d'action là-dedans, c'est dans d'autres parties que l'action avance. Donc l'aria da capo est un arrêt sur image sur un sentiment précis, sur un moment de souffrance, sur un moment de joie, sur un moment d'amour. Et donc dans cette partie qu'on répète, en réalité, le chanteur ne va pas la répéter à l'identique, mais va improviser des diminutions, va rajouter des choses de sa conception. On lui apprend évidemment à improviser, à faire des diminutions sur cette chose-là. Et donc le castrat est un chanteur qui est capable de composer, d'improviser dans cette partie A qui revient. On peut écouter cette opposition contrastante avec d'abord un tout petit extrait d'une partie A, d'un aria da capo de Porpora.
l'entendez, on est dans quelque chose de très calme, de très doux. Et puis dans la partie B, on va changer tout à fait d'affect extrêmement brusquement. Alors le retour de cette première partie a un côté évidemment artificiel par rapport au déroulement du drame, mais en réalité c'est une convention et les gens ne trouvent pas ça gênant à l'époque. On a vraiment envie d'entendre dans cette partie-là la virtuosité, l'inventivité, l'improvisation des castrats. Et les meilleurs castrats de l'époque sont évidemment connus pour ça, notamment à l'apogée de ce système qui correspond grosso modo au début du XVIIIe siècle, avec des grands noms qui sont célèbres dans l'Europe entière. J'ai mis ici quelques noms. Vous avez Senezzino, vous avez Carestini, vous avez Caffarelli. Et puis, évidemment, vous avez le plus connu d'entre tous qui est Farinelli. Alors, ces castrats sont vraiment les premières stars européennes de la musique vocale classique. Vous voyez ici un tableau des opéras créés, chantés par Guadagni au début de l'année 1750. Vous voyez qu'en l'espace de 4 mois, il y a 8 opéras différents, ce qui est un nombre proprement surréaliste pour la pratique d'aujourd'hui. Les possibilités vocales extraordinaires des castrats vont amener les compositeurs à repenser l'écriture pour voix. On va avoir quelque chose de beaucoup plus virtuose, avec des immenses vocalises, avec des grands sauts. Et donc, en écoutant quelques petits extraits de pièces destinées à ces castrats, on peut se faire une idée de l'évolution de la technique musicale et vocale de l'époque. On a par exemple des immenses vocalises, c'est-à-dire des passages sur une seule voyelle, sans texte, qui peuvent durer 30, 40, voire 50 secondes, comme c'est le cas ici dans un extrait de Porpora. Ce que vous avez entendu ici, c'est une voix de femme, donc qui n'est pas une voix de castrat. C'est une des deux solutions pour recréer ce répertoire. Soit vous prenez une voix de femme, soit vous prenez une voix d'homme, donc un contre-ténor ou haute contre, qui va chanter en voix de tête, extrêmement aiguë, exactement comme fait Jaroussky, mais c'est évidemment pas le même timbre puisque normalement un castrat va chanter en voix de poitrine, exactement comme un enfant, alors que Jaroussky évidemment il chante avec une puissance un peu moindre que ce que pouvait faire un castrat. Une autre solution qui avait été trouvée en 1994 à la sortie du film Farinelli, c'est de combiner électroniquement deux voix différentes, et c'est ce qui avait été fait en l'occurrence. On avait mélangé une voix de contre-ténor et de soprano coloratura pour enregistrer la bande-son du film. Alors Farinelli est considéré comme un des plus grands castrats, si ce n'est le plus grand castrat du XVIIIe siècle. Vous voyez ici représenté dans un tableau assez célèbre où il est couronné par Euterpe, qui est une métaphore de la musique. Il est couronné comme le roi des musiciens. Vous avez évidemment toute une série d'opéras ou d'arias qui sont écrits spécialement pour les capacités vocales de Farinelli. C'est le cas notamment ici d'un air célèbre que beaucoup de chanteurs d'aujourd'hui enregistrent, qui a été écrit par Riccardo Broschi, qui est le frère de Farinelli, donc qui est compositeur napolitain. Vous allez entendre ici quelque chose qui est typique de cette écriture, c'est-à-dire des grandes vocalises, comme on a déjà entendu, mais aussi des immenses sauts, puisque la voix du castrat, elle a cette agilité, du fait de ses petites cordes vocales, pour passer de notes extrêmement aiguës à des notes extrêmement graves, ce qui a un aspect presque surnaturel pour l'époque, puisque d'habitude, les voix de femmes sont confinées dans les aigus, et puis les voix d'hommes dans le grave. Et donc ici, le castrat peut sauter d'un registre à l'autre extrêmement facilement. Évidemment, les voix des castrats ont donné naissance à d'innombrables chefs-d'œuvre, ont révolutionné la technique vocale, ont révolutionné l'histoire de l'opéra et l'histoire de la musique. Mais là derrière, il ne faut pas oublier qu'il y a des lourdes conséquences médicales liées à la castration évidemment, et puis au bouleversement hormonal qu'implique une telle opération. Donc on a évidemment des conséquences psychologiques liées au fait qu'on ne pourra pas avoir d'enfants quand on est castré évidemment, et puis aussi sa place dans la société qui n'est pas toujours évidente à trouver. Et puis on a toute une série de
conséquences physiologiques. Alors les conséquences médicales sont celles d'un hypogonadisme primaire. C'est essentiellement une chevelure féminine, des dépôts de graisse autour des yeux qui donnent un visage des fois un peu boursouflé, des dépôts de graisse sur les hanches. Et puis une des principales conséquences, c'est un problème de la régulation de la longueur des bras et des jambes. Donc vous allez avoir une tendance à avoir un tronc qui est relativement petit et puis des jambes et des bras qui sont très grands. Ce qui donne un côté disproportionné au castrat. Et donc ces choses-là ont été extrêmement soulignées dans les caricatures. Vous voyez ici une caricature publiée à Londres où vous avez Farinelli et puis Senesino à côté d'une chanteuse. Ils sont représentés beaucoup plus grands que la femme qui est au milieu d'eux. Autre caricature ici de géants difformes, hein. Et ici il s'agit de Farinelli encore une fois. Au cours du XVIIIe siècle, on va avoir un mouvement d'opposition grandissant face pas spécialement au castrat, mais au fait de castrer des enfants pour obtenir ce type de voix. C'est notamment le cas de Rousseau dans son dictionnaire de musique, publié en 1768, sous l'entrée castrat, voici ce qu'il écrit. Musicien qu'on a privé dans son enfance des organes de la génération pour lui conserver la voix aiguë qui chante la partie appelée dessus ou soprano. Il se trouve en Italie des pères barbares qui, sacrifiant la nature à la fortune, livrent leurs enfants à cette opération pour le plaisir des gens voluptueux et cruels qui osent rechercher le chant de ces malheureux. Faisons entendre, s'il se peut, la voix de la pudeur et de l'humanité qui crie et s'élève contre cet infâme usage et que les princes qui l'encouragent par leur recherche rougissent une fois de nuire en tant de façon à la conservation de l'espèce humaine. À côté de cette condamnation des philosophes des Lumières, on a aussi un phénomène de mode. La voix des castrats petit à petit passe de mode. Un des exemples frappants, c'est celui de Mozart qui, tout jeune, rêve d'écrire pour les castrats. Il écrit d'ailleurs un rôle de castrat pour Idomeno en 1781. Et puis petit à petit dans les opéras suivants, il va plutôt préférer les voix de femmes et écrire vraiment des grands rôles extrêmement célèbres comme celui de la Reine de la Nuit notamment pour des femmes. Dès les années 1800, on n'a quasiment plus de castrat sur les scènes européennes, mais le castrat va devenir une des figures phares de la virtuosité et va inspirer la virtuosité instrumentale des romantiques, donc au XIXe siècle, avec notamment Paganini pour le violon ou bien Liszt pour le piano. C'est uniquement les églises qui vont les utiliser encore durant le XIXe siècle et puis assez rapidement uniquement la chapelle Sixtine au Vatican. Et cette histoire se termine évidemment en 1913 avec la dernière présence attestée de Moreschi, le dernier castrat, dans la chapelle Sixtine. Et donc Moreschi mort en 1922 et avec lui cette histoire des castrats sur à peu près 3 siècles et demi. Merci de votre attention et à bientôt.